Pour une psychanalyse sauvage du féminisme contemporain, 11e épisode, le premier consacré au déploiement de ce que j'entends, de la jouissance féminine telle qu'elle est élaborée par Jacques Lacan. Donc en m'étayant sur l'interview de Sylvia Lippi, qui donc parle de la jouissance féminine, en contradiction, en opposition, disons avec celle de Lacan, et qui s'appuie sur Valérie Solanas, qui pour elle représente une nouvelle façon de penser la jouissance féminine. Donc, dans les audios précédents, j'ai démontré, je pense, à quel point c'était une jouissance tout à fait phallique, autant dans son geste, à Valérie Solanas, que dans son écrit. Mais écoutons tout de même Sylvia Lippi. Pour penser la sororité. Alors d'abord, c'est encore une fois, il faut revenir à Lacan et à ça, parce que ça s'oppose. C'est vraiment une nouvelle manière de penser, disons de penser la femme et l'association des femmes par rapport à la conception de la féminité, disons chez Lacan. Disons, tout le monde passe par la castration. Donc il y a cette universelle de la castration. Pour Lacan, il y a des femmes qui ne sont pas forcément des femmes anatomiquement femmes, mais aussi des hommes peuvent s'inscrire de ces côtés-là, et sont ce qu'il appelle les femmes pas toutes phalliques. Et il prend l'exemple des mystiques, qui sont au fond des femmes qui ne s'intéressent pas aux questions phalliques. Ils l'ont traversé, les questions phalliques, mais elles s'en sortent. Et voilà, ils ne sont pas traversés notamment par les questions du pouvoir, par les questions de la castration, par toutes les questions qui concernent le monde masculin. Mais ce qui est propre à ces femmes, et qui sont notions, les patous phalliques de Lacan, a eu un succès fou parmi les psychanalystes. C'est intéressant la façon dont elle parle de la notion de patou chez Lacan, qui a eu un succès fou. C'est curieux de parler d'une notion psychanalytique ou même philosophique par rapport au succès supposé qu'elle a eu. On entend bien dans quel discours elle est prise. Et non seulement. C'est l'idée quand même que la femme est absolument radicalement singulière. C'est-à-dire, elle ne peut pas se rencontrer avec les autres femmes. Même si on pense, disons, les mystiques, l'expérience mystique dont parle Lacan, qui est une expérience de jouissance propre à la femme, ou à ceux qui prennent cette position-là, n'est pas du tout une jouissance commune, n'est pas une jouissance du partage. C'est une jouissance isolée, presque autistique, et critique, comme les critiques, disons, Luce Irigaray, une jouissance hors langage. Oui, c'est hors de la parole. En lien direct avec Dieu et pas avec les autres. Encore une fois, le journaliste donne l'impression de mieux comprendre la psychanalyse que la psychanalyste elle-même. Exactement. Et surtout, notamment, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, notamment quand on pense les phallus liés au langage, évidemment, si la femme est, disons, même en partie au-delà du langage, en partie, de toute façon, elle est hors langage. Donc, ça va pas. Donc, ça veut dire qu'elle peut pas parler, ça veut dire que c'est la femme muette, c'est la femme qui ne parle pas, c'est la femme qui reste, qui regarde le monde des hommes, avec les guerres, etc., et qu'elle ne participe pas. Ou alors, elle participe au monde des hommes. Par exemple, les féministes sont considérées par beaucoup de psychanalystes comme des femmes phalliques, au fond. Bon, cette dernière affirmation fausse, en tout cas pour la psychanalyse, je l'ai déjà commenté dans les audios précédents. Donc là, c'est un passage de 2 minutes 40 dans lequel il y a beaucoup d'imprécisions, les imprécisions c'est une chose, mais de contresens et d'incompréhension fondamentale de beaucoup de choses. Et
Donc, elle commence par exemple avec cette imprécision, il y en a plusieurs, sous forme de glissement, qui peuvent facilement passer inaperçus, mais je vais m'arrêter sur une phrase en particulier. Elle dit « Il y a des femmes qui ne sont pas forcément anatomiquement femmes », déjà rien que ça, mais aussi des hommes qui peuvent s'inscrire de ce côté-là, et ce sont ce qu'il, Lacan, appelle les femmes pas toutes phalliques. Donc je répète toute la phrase parce que c'est vraiment difficile à comprendre. Là, on dit que Lacan est difficile, mais quand on a des lecteurs de Lacan comme elle, disons, ça participe de la propagande qui veut que Lacan soit illisible. Parce que là, quand même, il y a des femmes qui ne sont pas forcément anatomiquement femmes, mais aussi des hommes qui peuvent s'inscrire de ce côté-là, et ce sont ce qu'il appelle les femmes pas toutes phalliques. Il y a des femmes qui ne sont pas forcément anatomiquement femmes. Donc, que veut dire Sylvia Lippi, là ? Une femme est toujours d'abord un être anatomiquement femme. Sinon, comment pourrait-on la nommer femme ? Donc, cela ne peut pas ne pas nous rappeler son fameux passage chez Frédéric Tadei, où elle affirme qu'un être, indépendamment des formes de son corps, peut se nommer femme ou homme. Le subtil glissement qui opère là devant nos yeux ou nos oreilles est le suivant. S'inscrire du côté du patou phallique, soit du féminin, ne fait pas de l'être qui s'y trouve une femme. Là est à l'œuvre le même glissement sémantique et logique, en fait, à partir duquel elle s'autorise à nommer Patrice Maniglier sa sœur, et donc en réalité à nier son altérité. Jacques Lacan est pourtant très clair là-dessus, je le cite dans « Encore ». Il y a quelques personnes, et justement le plus souvent des femmes, ou bien des gens doués, comme Saint Jean de la Croix, parce qu'on n'est pas forcé, quand on est mâle, de se mettre du côté de l'universel phallique, pour tout X phi de X. On peut aussi se mettre du côté du patou. Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes. Ça arrive. Lacan dit bien que le plus souvent, ceux qui s'inscrivent du côté du patou sont des femmes, mais insiste sur le fait que cela peut arriver que des hommes et même des mâles, donc cela renvoie indubitablement à l'anatomie, peuvent s'y inscrire. Ce qui évidemment ne fait pas d'eux des femmes, et encore moins des femelles. Donc à vouloir se débarrasser si promptement de l'anatomie, pour faire genre et se donner un genre, Sylvia Lippi se ferme d'emblée la première porte, et la plus évidente, de la compréhension de la jouissance féminine, ou la jouissance autre, telle qu'articulée par Lacan. Une fois encore, je rappelle qu'en psychanalyse, et comme partout ailleurs, il n'y a que deux sexes. Je cite Lacan encore une fois. Que le sexe soit réel, ceci ne fait pas le moindre doute. Et sa structure même, c'est le duel, le nombre 2. Quoi qu'on en pense, il n'y a que deux. Les hommes, les femmes, dit-on. Et on s'obstine à y ajouter les auvergnats. C'est une erreur. Au niveau du réel, il n'y a pas d'auvergnat. Ce dont il s'agit quand il s'agit de sexe, c'est de l'autre sexe, même quand on y préfère le même. Donc ça, c'est dans le savoir du psychanalyste. Donc la référence aux auvergnats vient de ce qu'en 1781, lors de la bataille de Wethersfield, au général Washington, qui s'émerveillait de ce que les soldats français combattaient comme des hommes et dansaient comme des femmes, le comte de Rochambeau aurait répondu « Ni hommes ni femmes, ils sont auvergnats ». Aujourd'hui, évidemment, certains diraient que auvergnat est un genre. Donc le genre est vraiment pour ceux qui n'ont rien compris au phallus. Donc Freud a affirmé à au moins 2 reprises que l'anatomie c'est le destin. Cette affirmation est évidemment honnie des féministes, et Simone de Beauvoir en tête,
puisque pour elle, on ne naît pas femme, on le devient. Ce qui en soi n'est pas tout à fait faux, si on entend cette formule comme la traversée de l'Édipe, qui, comme Lacan le rappelle, est là pour viriliser l'homme et féminiser la femme. Évidemment, ce n'est pas ce que Simone de Beauvoir voulait dire. L'anatomie, pour Lacan et à la suite de Freud, signifie avant tout la façon dont la découpe signifiante produit le corps masculin et féminin, à partir du phallus symbolique, soit d'un objet qui brille par son absence du fait de la prise intégrale de l'être dans et par le langage. Donc cela n'est en rien un déterminisme, un essentialisme ou un fixisme, puisque Lacan rappelle bien qu'un mâle peut se trouver du côté du patou, et évidemment une femelle du côté de l'universel phallique, ce qui en réalité est de plus en plus le cas, et ce notamment grâce au progrès accompli par le féminisme, qui ne veut rien savoir du féminin, et rejette, fort clos même, le patou phallique. L'autre contresens, peut-être encore plus subtil pour les oreilles novices en psychanalyse, est celui de plurialiser la femme, et de dire qu'il y a des femmes pas toutes phalliques, puisque chez Lacan, l'assertion « la femme n'existe pas » est équivalente au patou phallique. C'est la femme qui n'est pas toute phallique et non pas les femmes ou des femmes. Cela se comprend très aisément. La barre, nous ne le rappellerons jamais assez, se porte avec précision sur le « la » et non pas sur « femme ». Les femmes existent, on ne saurait en douter. C'est la femme qui n'existe pas. Le « la » fait évidemment référence à l'universel, qui est l'universel phallique. La femme n'est pas totalisable sous l'égide phallique. Et cela est plus subversif que n'importe quel féminisme, puisque Lacan situe la femme du côté du sujet de l'inconscient, donc de ce qui fondamentalement échappe. Et disons-le, si la femme n'existe pas, c'est bien parce qu'elle existe. Existence avec un K est une notion empruntée à Heidegger qui désigne la condition d'un être en dehors de lui-même, qui ne coïncide pas avec lui-même ou n'est pas réductible à certaines propriétés. Le cas de existence est aussi le cas d'un certain Kierkegaard. J'y reviendrai. Car il est incontournable pour entendre quelque chose de la jouissance autre, Kierkegaard. Remarquons bien que la barre sur le « la » de la femme est la même que la barre sur le « s » barré, le sujet barré, le sujet de la psychanalyse, qui est irrévocablement du côté du féminin. Le sujet de la psychanalyse est féminin. Il ne se confond pas du tout, et pas tout à fait en fait, il ne se confond pas tout à fait avec la femme, puisque celle-ci est la touche réelle de la vérité, qui ne peut que semi-dire, alors que le sujet, lui, est divisé entre savoir et vérité. La femme, pour la psychanalyse, est du côté de la vérité. Et après ça, certains affirmeront encore que la psychanalyse est misogyne ou patriarcale, comme si ce mot renvoyait à quelque chose. Donc je me rapproche ici doucement et prudemment de la jouissance féminine que je préfère nommer, pour éviter trop de malentendus, la jouissance autre, avec un grand A. Pour une psychanalyse sauvage du féminisme contemporain, 12e épisode, si je ne m'abuse, le deuxième consacré à la jouissance féminine, tel que développé par Jacques Lacan, en tout cas tel que je l'entends et où j'en suis à ce sujet. Voilà, je reprends les choses après un mois ou un mois et demi très chargé, durant lequel j'ai eu quelques
gratification de Sylvia Lippi qui m'a envoyé des messages sur Instagram, un message sur Instagram et sur Facebook où elle m'accuse de supposer qu'elle veut exterminer les hommes, mais je trouve que c'est une très belle dénégation, j'ai jamais dit ça. Mais c'est vrai qu'elle s'appuie sur une féministe, a priori, qui en réalité n'en est pas vraiment une, qui avait cette idée, qu'il a écrit noir sur blanc, donc peut-être que c'est difficile à assumer pour elle, mais c'est quand même de Valérie Solanas qu'elle s'inspire, et puis me disant que je devrais choisir d'autres ennemis, mais ce n'est pas du tout une ennemie, au contraire, je la remercie, parce que sans ce qu'elle peut dire, je pense que je n'aurais jamais travaillé ces questions. Donc, au contraire, donc moi, je suis pas du tout dans une perspective belliqueuse, aucun problème personnel par rapport à elle, mais ce qu'elle dit me semble être un usage tout à fait faussé de la psychanalyse, et un usage assez, disons, médiatisé. C'est simplement ce que je regrette quelque part. Mais c'est pour ça que bon, ça me permet de dire ce que j'ai à dire, et puis on peut être d'accord ou pas, ça m'est complètement égal. Et donc là, j'aimerais revenir un peu sur un passage où elle parle de jouissance féminine, qu'elle critique, la jouissance féminine telle que développée par Lacan. Qui sont au fond des femmes qui ne s'intéressent pas aux... Donc elle parle des mystiques. Hein. Et il prend l'exemple des mystiques, qui sont au fond des femmes qui ne s'intéressent pas aux questions phalliques. Ils l'ont traversé, les questions phalliques, mais elles s'en sortent. Et voilà, elles ne sont pas traversées notamment par les questions du pouvoir, par les questions de la castration, par toutes les questions qui concernent le monde masculin. C'est une jouissance isolée, presque autistique, avec critiques, voilà, comme les critiques, disons, Luce Irigaray, une jouissance hors langage. Oui, hors de la parole. En lien direct avec Dieu et pas avec les autres. Exactement. Et surtout, notamment, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, notamment quand on pense les phallus liés au langage, évidemment, si la femme est, disons, même en partie au-delà du langage, en partie, de toute façon, elle est hors langage, donc ça va pas. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas parler, ça veut dire que c'est la femme muette, c'est la femme qui ne parle pas, c'est la femme qui reste, qui regarde le monde des hommes, avec les guerres, etc., et qu'elle ne participe pas. Bon, c'est quand même assez navrant d'entendre une psychanalyste qui se dit lacanienne, freudienne, qui le répète à longueur d'interviews et d'émissions de radio, parler de la jouissance féminine de la sorte. Hein. Donc moi, je vais reprendre les choses où je les avais laissées il y a à peu près un mois. Et là, je m'étais aventuré à parler de cette jouissance féminine que je préfère nommer jouissance autre, pour éviter quelques malheureux malentendus. Et évidemment, la jouissance autre veut dire autre que phallique. Mais aussi, disons, c'est une jouissance en prise directe avec l'autre et son désir, en quelque sorte. Ce qui la rapproche, cette jouissance, de l'angoisse. Et là, on peut se référer au séminaire de Lacan sur l'angoisse, où il fait référence à Kierkegaard notamment. Donc, de l'angoisse à l'orgasme, hein, qui est une forme de jouissance. Il n'y a que quelques nuances. Qu'est-ce qu'il me veut, cet autre? Comment me veut-il? Le psychanalyste n'entend-il pas cela à longueur de temps? Et surtout, je dois dire, de la part des femmes, qui semblent être bien plus en proie au désir de l'autre, alors que les hommes s'y prennent, disons, de façon un peu différente, et semblent davantage accrochés et coincés à leur lucarne fantasmatique, c'est-à-dire en partie imaginaire, pour à la fois se rapprocher et s'éloigner du désir de l'autre. Donc ici, il s'agit évidemment de l'autre avec un grand A, et non pas du petit autre, non semblable, même si celui-ci s'imaginarise souvent dans celui-là.
Autrement dit, il s'agit de l'autre comme lieu du langage. Je dirais alors que la jouissance féminine a affaire plus frontalement au trou dans l'autre, à son manque, à son centre vide, au centre vide du langage, c'est-à-dire à sa pauvreté, source, paradoxalement, de toute sa richesse. Et ce trou, cette pauvreté du langage, n'est rien d'autre en psychanalyse que le phallus. Le phallus comme symbole du manque. Donc, on ne parle pas du phallus imaginaire ici. Lacan écrira ce phallus symbolique avec un P majuscule ou avec un signe moins négatif devant le phi. Donc Sylvia Lippi dit dans plusieurs interviews que ce n'est pas tant au phallus qu'elle s'en prend, mais davantage à sa centralité en psychanalyse. Ainsi, elle fait passer aux yeux et aux oreilles des ignorants en psychanalyse Lacan pour un phallocrate, en quelque sorte. C'est qu'elle ne comprend pas ou ne veut pas entendre que le phallus, central en psychanalyse, c'est le vide, le trou au cœur de la psychanalyse et du langage, évidemment. Ce trou qu'elle comble à toute allure, et dans la précipitation militante qui est la sienne, avec des représentations imaginaires du phallus, comme le pénis, pour mieux pouvoir s'en plaindre et faire valoir sa posture féministe, et ainsi s'imaginer révolutionner la psychanalyse alors qu'elle ne fait que la diluer dans le discours courant. C'est aussi pour cette raison que la psychanalyse a en son cœur le manque, qu'elle rejette, la psychanalyse, toute Weltanschauung, vision du monde, qui fait référence à la vision, donc au visible, car dans l'image, rien ne manque. La jouissance autre ne peut se comprendre qu'en référence à la jouissance phallique. C'est pourquoi en psychanalyse, nous pouvons affirmer que la femme est tout ce que l'homme est, et elle ne l'est pas. La première partie de cette affirmation, la femme est tout ce que l'homme est, signifie que la femme, tout comme l'homme, est intégralement dominée par la jouissance phallique. C'est-à-dire par cette force langagière qui fait advenir et même impose l'être en tant qu'il est lié, aliéné à la parole. Lacan parle de par l'être. La deuxième partie de cette affirmation, et elle ne l'est pas, renvoie quant à elle à une jouissance supplémentaire, et elle ne l'est pas. Une jouissance supplémentaire négative, elle ne l'est pas. Ce qui veut dire en plus de la jouissance phallique, de laquelle elle ne peut se départir, mais de laquelle elle doit assumer, disons, l'intégralité jusque dans son cœur vide, qui n'est autre que le phallus symbolique, symbole du manque. Cette jouissance supplémentaire, et non pas complémentaire, donc n'est autre que la jouissance autre, dite féminine. De la jouissance, ouïr le sens, la jouissance phallique, c'est-à-dire jouissance du blabla, à l'absence de jouissance, ou plutôt à la jouissance de l'absence. C'est ça, je crois, la jouissance féminine, telle que développée dans l'œuvre de Lacan. Il ne s'agit alors pas du tout d'une jouissance hors langage, isolée ou autistique, muette, mais bel et bien d'une jouissance du langage lui-même, en ce qu'il présentifie l'absent, dans son côté phallique et masculin, et, là où ça nous intéresse aujourd'hui, absentifie le présent, dans son côté patou phallique et féminin. Il s'agirait plutôt alors d'une jouissance en lien direct avec l'autre, une jouissance autristique, pourrait-on dire, et en aucun cas isolée, en ce que Dieu, chez Lacan, est une figure de l'autre, parce que le journaliste lui dit en rapport avec Dieu et pas avec les autres. Mais Dieu, dans son absence, qui est sa qualité essentielle, n'est-il pas l'autre, c'est-à-dire l'altérité par excellence. Donc je cite Lacan, le
la toute nécessité de l'espèce humaine était qu'il y ait un autre de l'autre. C'est celui-là qu'on appelle généralement Dieu, mais dont l'analyse dévoile que c'est tout simplement la femme. Lacan met donc Dieu et la femme sur le même plan logique, et après ça, à la radio et dans des interviews, Sylvia Lippi parlera de phallocentrisme en psychanalyse comme étant lié au patriarcat. Et nous savons que Lacan jouera sur l'équivoque entre Dieu et dire. Ce n'est donc pas que la jouissance autre n'est pas communicable ou partageable, c'est qu'elle dit le dire lui-même. Et comment dire le dire si ce n'est par le silence, qui est à la fois énonciation sans énoncé et énoncé sans énonciation. C'est surprenant d'entendre une psychanalyste faire si peu de cas du silence, qui, comme tout psychanalyste et analysant l'éprouve, est le degré le plus bas et à la fois le plus élevé de la parole. Jouissance phallique et autres sont repérables également dans la définition du sujet ou du signifiant par Lacan. Un sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant, qui ne le représente pas. Donc, un sujet représenté par un signifiant pour un autre renvoie à la jouissance phallique dans son effet de représentation ou d'imposition ontologique, pourrait-on dire. Alors que qui ne le représente pas renvoie à l'aphanicisme du sujet, à sa disparition, à son effacement, à l'absence de l'ineffable sujet. C'est pourquoi Lacan fait immédiatement référence à Kierkegaard quand il évoque encore la jouissance féminine ou autre, et à son journal du séducteur. Ou pour le philosophe, c'est-à-dire que par le renoncement, soit par la perte d'un amour terrestre, en fait, il gagne ou il s'avance vers l'amour de l'amour, c'est-à-dire vers aimer l'amour. Donc, love loves to love love, comme dirait James Joyce. Donc, une véritable Aufhebung, une abolition-conservation hegelienne de la part de Kierkegaard. Qui l'eût cru? Bon, évidemment, tout cela n'est pas à la portée de la première militante MeToo, d'une stalinienne en jupon, même si elle se promène avec un livre de Lacan à la main. Nous pouvons peut-être mieux entendre pourquoi Lacan fait appel à des écrits de certains mystiques. Ce n'est pas du tout pour nous donner une leçon de catéchisme, mais car ces mystiques jouissent autrement, jouissent de l'absence. Comme Hadjevic, elle-même lectrice d'un certain Ruysbrock, qui vient des Flandres et écrit « La profondeur divine, sans fond, sans aspect, est si ténébreuse et si simple qu'elle absorbe tous les modes divins, les œuvres et les propriétés des personnes dont le riche embrassement de l'unité essentielle, pour former une seule jouissance divine dans l'abîme de l'innommé. C'est un dépassement, un trépas fruitif et un écoulement dans la nudité, où tous les noms divins, les aspects, les raisons vivantes qui se reflètent dans le miroir de la vérité divine, tombent dans la simplicité sans nom, sans raison et sans mode. » Et cela peut nous faire entendre peut-être la formule de Beckett qui dit « Chaque mot est comme une tâche inutile sur le silence et le néant. » Et donc, voilà, peut-être que là j'en viens à quelque chose où je pense pouvoir concevoir que l'universel n'est pas la jouissance phallique, la parole ou le blabla, mais que celle-ci apparaît plutôt comme une anomalie, voire un accident dans l'infinité de la jouissance autre, qui elle renvoie au silence. Pour finir, une citation de Simone Weil. « Il se rit du malheur des innocents, silence de Dieu. Les bruits d'ici-bas imitent ce silence. Ils ne veulent rien dire. C'est quand nous avons besoin jusqu'au fond des entrailles d'un bruit qui veuille dire quelque chose, quand nous crions pour obtenir une réponse et qu'elle ne nous est pas accordée, c'est là que nous touchons le silence de Dieu. D'habitude, notre imagination met des mots dans les bruits, comme on joue paresseusement à voir des formes dans les fumées.
Mais quand nous sommes trop épuisés, quand nous n'avons plus le courage de jouer, alors il nous faut de vrais mots. Nous crions pour en avoir. Le cri nous déchire les entrailles. Nous n'obtenons que le silence. Après avoir passé par là, les uns se mettent à se parler à eux-mêmes, comme les fous. Quoi qu'ils fassent après cela, il ne faut avoir pour eux que de la pitié. Les autres, peu nombreux, donnent tout leur cœur au silence. La femme est absolument radicalement singulière, c'est-à-dire elle ne peut pas se rencontrer avec les autres femmes. Même si on pense, disons, les mystiques, l'expérience mystique dont parle Lacan, qui est une expérience de jouissance propre à la femme, ou à ceux qui prennent cette position-là, n'est pas du tout une jouissance commune, n'est pas une jouissance du partage. C'est une jouissance isolée, presque autistique, critique, voilà, comme les critiques, disons, Luce Irigaray, une jouissance hors langage. Oui. Bon, pour une psychanalyse sauvage du féminisme contemporain, 12 ou 13e audio, 3e consacré à la jouissance dite féminine et dernier consacré à ce sujet. Ensuite, il en restera peut-être un ou deux pour terminer, disons, cette petite aventure. Donc Sylvia Lippi-Brandi, Luce Irigaray pour critiquer la jouissance féminine telle que conceptualisée par Lacan. Donc elle décrit comme une jouissance autistique isolée, c'est-à-dire coupée de l'autre, car non susceptible d'être partageable selon elle. Donc j'ai évoqué cela dans l'audio précédent et je pense avoir, témoigné de ce que Lacan voulait dire par cette jouissance féminine, qui est au contraire en fait en prise, directe ou peut-être même trop directe avec l'autre, et c'est ce qui la rapproche de l'angoisse. Donc c'est encore une incompréhension de Sylvia Lippi basée sur une piètre lecture de Lacan. Mais si on s'intéressait un petit peu à Luce Irigaray, que Sylvia Lippi prône pour prendre le contre-pied de Lacan, de sa conception de la jouissance féminine, qu'elle estime être non moins, qu'une impasse pour les psychanalystes et la psychanalyse. Alors que dire réellement Luce Irigaray de la jouissance féminine? Pour le savoir, je me suis référé à un court article qui doit faire 5-6 pages, publié en 1974, dont le titre est « Ce sexe qui n'en est pas un ». Donc je vais lire 2 extraits qui bornent cet article, c'est-à-dire qui commencent et terminent cet article. Le conclut. Donc, extrait. Celui-ci, donc elle parle de l'homme, a besoin d'un instrument pour se toucher. Sa main, le sexe de la femme, le langage, cette auto-affection exige un minimum d'activité. La femme, elle, se touche d'elle-même et en elle-même, sans la nécessité d'une médiation, et avant tout des partages possibles entre activité et passivité. La femme se touche tout le temps, sans que l'on puisse d'ailleurs le lui interdire, car son sexe est fait de 2 lèvres qui s'embrassent continuellement. Ainsi, en elle, elle est déjà 2, mais non divisible en une, qui se baisent. Le suspens de cet auto-érotisme s'opère dans l'effraction violente, l'écartement brutal de ces 2 lèvres par un pénis violeur. Donc, fin de l'article. Et si la femme doit préserver et promouvoir son auto-érotisme, épanouir son homosexualité, renoncer à la jouissance hétérosexuelle, cela correspond encore à cette amputation de puissance qui est traditionnellement la sienne. Nouvelle incarcération, nouveau cloître, qu'elle bâtirait de son plein gré? Qu'elle fasse tactiquement la grève, qu'elle se tienne à l'écart des hommes, le temps d'apprendre à défendre son désir, notamment par la parole,
qu'elle découvre l'amour des autres femmes à l'abri de ce choix impérieux des mâles qui les met en position de marchandise rivale, qu'elle se forge un statut social qui force la reconnaissance, qu'elle gagne sa vie pour sortir de sa condition de prostituée. Voilà, une fois encore, c'est assez curieux, un peu comme avec Sigmund Freud ou avec Jacques Lacan et même avec Valérie Solanas. En lisant Luce Irigaray, on a l'impression d'entendre le contraire de ce que Silvia Lippi voudrait lui faire dire. Lorsque Silvia Lippi critique la jouissance lacanienne comme étant autistique, non partageable, isolée et muette, et fait appel à Luce Irigaray, on pourrait s'attendre à une conception tout à fait altruiste, entre guillemets, ouverte à et sur l'altérité de sa part, mais à la lecture de cet article, on entend bien que la femme, selon Luce Irigaray, serait dans une permanente masturbation du fait même de son anatomie, et que c'est cela qu'elle devrait défendre, et même promouvoir son homosexualité, c'est-à-dire l'amour du même, son auto-érotisme. Sylvia Lippi n'est certainement pas sans savoir que le mot autisme vient de auto-érotisme, contre toute hétérogénéité et même hétérosexualité, c'est-à-dire l'amour de l'autre, alors perçue comme violente, intrusive, dangereuse, et même contre toute génitalité, décrite ni plus ni moins, disons comme un viol. Donc il y a quelque chose d'éminemment paranoïaque dans cette description de la jouissance féminine irigarayenne. Et ce qui est mis en avant, ce n'est ni plus ni moins qu'un véritable repli sur soi paranoïaque. Donc Silvia Lippi aime beaucoup la paranoïa, a priori, entre Valérie Solanas et Luce Irigaray, et n'en finit pas de nous surprendre par ses lectures erronées. Et en plus de Luce Irigaray, Silvia Lippi nous enjoint de lire Monique Wittig, qui dit que le lesbianisme est la pratique la plus aboutie du féminisme et que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Donc, Luce Irigaray fait aussi mention, en passant comme ça, de la prostitution comme condition des femmes. Donc, c'est de la prostitution vue dans un sens assez large. Mais si elle avait entendu, disons, en tant que psychanalyste, et non pas comme militante, ne serait-ce qu'une prostituée, qui, bien souvent, sans même s'en apercevoir, disons, l'analysante qui se met en place dans cette posture de travail et qui peut témoigner d'une pratique de la prostitution, elles en savent, les prostituées, un bout sur la jouissance masculine et féminine, et en tout cas bien plus que les féministes. Donc si Luce Irigaray avait entendu ne serait-ce qu'une prostituée dans sa pratique, peut-être qu'elle aurait parlé tout autrement de la jouissance, et qu'elle aurait même entendu un petit quelque chose de ce que Lacan disait quand il affirmait dans Encore, je crois, « La femme, on l'a dit femme ». Donc cette formule est, comme toujours avec Lacan, équivoque. On l'a dit femme dans le sens, évidemment, de porter atteinte à son honneur, à sa réputation, parce qu'elle se tient là, elle se tient devant. C'est ça que ça veut dire aussi prostituer. C'est la définition même de l'objet, se tenir devant l'autre et devant l'homme, et causer son désir. La femme est l'objet cause du désir de l'homme et même de l'autre. Elle cause le désir, mais jamais, au grand jamais, ne le satisfait. D'où sa diffamation. Par son corps, sa présence, elle incarne l'insupportable indestructibilité du désir qui toujours se renouvelle sans jamais être une bonne fois pour toutes satisfait. Et de ce point de vue-là, en fait, on peut affirmer qu'une femme reste toujours vierge. Nous pouvons penser à la Justine de Sade, ou même plus récemment à Alice dans Lost Highway de David Lynch. Donc par sa propre division, elle divise l'autre, et même le contraire, si on veut, c'est-à-dire qu'elle porte en elle la division de l'autre et son manque. Donc par son corps, à la fois présence réelle et énigme à déchiffrer,
et c'est des hystériques que l'on doit la naissance de la psychanalyse, elle est de l'homme le symptôme, c'est-à-dire une aide contre. On la diffame est aussi à entendre comme dit femme, du verbe dire. On la dit femme veut dire qu'on la prend pour une femme, mais elle n'est pas folle, car elle ne se prend pas pour une femme, et encore moins pour la femme. Elle sait bien que le signifiant de la féminité se confond avec le phallus symbolique, qu'il manque à sa place, et qu'il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport sexuel, comme le dit Lacan. Car pour lui, se prendre pour est la définition même de la folie. C'est le sujet qui croit en son moi, et ainsi s'anéantit. Le roi qui se prend pour un roi n'est pas moins fou que le mendiant qui se prend pour un roi, ou qu'une femme qui se prend pour une femme. Cela ne l'empêche, disons, évidemment pas, à l'occasion de se faire prendre pour une femme par l'autre, ce qui est assez différent, et bien différent, de se prendre pour une femme. Bon, il n'y a pas que Sylvia Lippi qui, malgré ses belles lunettes, fait preuve de biglerie. Beaucoup d'intellectuels de gauche récemment qui ne savent plus à quoi s'accrocher pour freiner leur dégringolade et ne savent plus à quel sein se vouer, se redécouvrent un amour qui longtemps fut une haine pour le christianisme et pour la psychanalyse, curieusement. Ainsi, Frédéric Lordon appelle de ses vœux pour une psychanalyse spinozienne qui, à la fin de son long et ennuyeux opus de son petit modus, qui s'appelle Pulsion, ne s'avère rien d'autre qu'être une molle psychanalyse, entre guillemets, deleuzo-guattarienne à laquelle il conviendrait alors d'adjoindre la notion de manque, car le petit homme naît dans la détresse primordiale. Encore un qui ne pige rien à ce qu'est le langage et veut transformer la psychanalyse en phénoménologie. Donc, si vous avez l'occasion de ne pas lire ce livre, ne la ratez pas. Aussi, on a Alenka Zupancic, qui me semble d'un tout autre niveau que Sylvia Lippi ou Lordon, mais qui, malheureusement, un petit peu à l'image de Slavoj Žižek, disons dans un article assez récent qui se nomme « Il y a plus d'un sexe et moins de deux », pour une revue nommée « Dégenrez-moi », effectivement sert la soupe au genrisme, et en s'appuyant sur Lacan, dit-elle, affirme qu'une femme authentique est une femme qui prétend être une femme. Bon voilà, je vais lire un petit extrait. Donc, une femme authentique est une femme qui prétend être une femme. C'est là toute la question. Qu'une mascarade soit l'essence de la féminité ne signifie pas que les femmes prétendent être quelque chose d'autre que ce qu'elles sont réellement. Cela signifie qu'il n'existe pas d'autre essence ou de femme authentique en dehors de cette négativité autoréférentielle que j'appelle ici faire semblant. C'est précisément également ce qui, dans la théorie lacanienne, définit la subjectivité en tant que telle. Alors, comment être plus éloigné de l'enseignement de Lacan? On pourrait demander à Zupancic si une lacanienne authentique est une lacanienne qui se prétend être lacanienne. Le sujet, en psychanalyse, n'est en rien, et c'est le cas de le dire, autoréférencé ou autoréférentiel. D'ailleurs, je ne perçois pas bien où est la négativité dans ce qu'elle dit, car c'est toujours à partir de l'autre et dans l'autre que le sujet vient chercher et trouver, enfin, c'est signifiant. C'est pour ça que se présenter dans des interviews ou autres émissions de radio comme psychanalyste, c'est déjà en soi anti-psychanalytique, car on efface la place de l'autre. Car psychanalyste, on ne l'est que pour et par un autre, c'est-à-dire l'analysant qui nous met à cette place d'analyste.
Et que le tout de l'analyse, en réalité, c'est de ne plus être psychanalyste. C'est le désêtre, comme dirait Lacan. Mais pour en revenir à Zupančič, elle a beau énoncer la féminité comme mascarade de Rohan Rivière, mais en réalité, c'est une critique de Rohan Rivière aussi, parce que la mascarade, en réalité, demeure phallique, et je dirais même masculine. Le masque est masculin. Si on ne lui ajoute pas ce patou, ce supplément, comme dirait Lacan, c'est supplémentaire. Et ce qui est curieux et paradoxal, on lui ajoute un patou qui est ici synonyme de rien. C'est sur ce rien qu'en psychanalyse on compte, c'est-à-dire dans la cure, il faut compter sur ce rien qui permet la signifiance, c'est-à-dire ce jeu de renvoi entre signifiant et qui a des effets sujets, des effets de sujet. C'est ce qui permet aussi à l'interprétation d'être autre chose qu'une herméneutique et de trouer le sens et de faire signe vers le poétique ou la poésie. Donc c'est du féminin que la psychanalyse tire sa subversion, car le féminin n'est ni plus ni moins que la possibilité de lecture en réalité, mais ni plus ni moins que le lisible. Donc sans cela, enfin, nous resterions dans le registre du signe et du côté du visible, qui coïncide partiellement avec l'imaginaire. C'est ce patou qui, toujours déjà, dans le discours psychanalytique, parasite le tout et passe partout. Donc pour répondre à Zupančič, une femme authentique sait très bien que son authenticité, entre guillemets, est son inauthenticité même, sans que celle-ci ne renvoie à un quelconque faire semblant, puisque le semblant, synonyme de signifiant en psychanalyse, repose sur ce rien et que ce rien est réel. Donc son fondement, c'est l'absence de fondement. Voilà pourquoi la civilisation a horreur du vide comme elle a horreur du féminin en réalité. D'où la conception lacanienne on ne peut plus déconcertante de la frigidité comme réponse sous forme d'échapper à la jouissance phallique ou jouissance de l'organe. Il s'agirait d'une jouissance extatique que certaines femmes éprouveraient sans pouvoir en témoigner. C'est là que je repère chez Lacan une forme d'humour et qui est toujours un peu provocateur quand il dit qu'il a beau se mettre à genoux et supplier les femmes, y compris les femmes psychanalystes, pour qu'elles en disent un mot sur cette jouissance autre, et on remarquera l'analogie avec la prière adressée à Dieu, ici, mais évidemment elles n'en disent rien, motus. Mais oui, parce que si elles pouvaient en dire quelque chose, elles passeraient immédiatement et logiquement dans la jouissance phallique. Le meilleur témoignage de la jouissance autre est alors, paradoxalement, l'absence de tout témoignage, et même de cette impossibilité à témoigner, à dire ce qui la rapproche du réel. Pour une psychanalyse sauvage du féminisme contemporain, 14e et dernier épisode, on écoute Sylvia Lippi tout de suite. Chez notre sœur Freud, justement, il y a un passage qui est souvent, à mon avis, lié un peu à travers, dans Psychologie des foules et Analyse de moi. Donc, ces textes de Psychologie des foules et Analyse de moi, Freud prend l'exemple d'un groupe de filles dans un pensionnat qui éclate dans une crise d'angoisse, tout ensemble. Une d'elles reçoit une lettre douloureuse d'un amoureux et les autres filles s'identifient pas à elle, ils s'identifient aux symptômes de la femme qui crie d'angoisse et qui fait une crise, c'est une crise d'angoisse collective. Évidemment, les papas, disons les psychanalystes à la papa ou les papas en général, ils lisent cette scène dont parle Freud, ils la lisent comme une sorte des contagions imaginaires, au mieux une sorte de soutien réciproque, féminin, imaginaire, avec des fantasmes contre les méchants hommes, etc. Alors que Freud, comme d'habitude, est très profond
Et il montre qu'il y a une volonté, il utilise ces termes, de cette femme de s'identifier à quelque chose qui a été refoulé. Et ce qui est refoulé, c'est notamment leur lien qui se manifeste dans les symptômes collectifs, c'est-à-dire la crise d'angoisse. Donc, Freud nous donne la voie pour comprendre qu'il y a un lien entre sororité et inconscient. C'est-à-dire ce qui a été refoulé est le lien sororal entre les femmes. Après Patrice Maniglier et sa mère, dans la première page de son livre, voilà que Silvia Lippi appelle Sigmund Freud sa sœur. La sororité est alors un bien étrange phénomène qu'elle tente de nous expliquer par le fameux passage des filles du pensionnat dans Psychologie des foules et Analyse du moi. Selon elle, ce qu'elle nomme crise d'angoisse collective attesterait d'un lien sororal inconscient qui aurait été refoulé entre ces jeunes pensionnaires. Et ce qui forcerait les femmes à refouler leur sororité n'est évidemment rien d'autre que la société patriarcale, qu'elle nomme aussi symptôme, au même titre que la dite crise d'angoisse collective. C'est à rien y comprendre. Écoutons-la encore une fois. MeToo. Elles sont ensemble de cette façon-là, qui c'est très différent du féminisme de la première vague ou de la deuxième vague, qui sont bien sûr très importants, ou de la troisième vague aussi. Mais disons, là, il y a quelque chose vraiment d'un phénomène où on se retrouve sœur de l'autre femme à partir de ces symptômes qui est au fond quoi? C'est le monde patriarcal, on n'en peut plus. Voilà, au bout d'un moment, les symptômes est explosé. Il faut casser la baraque. Voilà, ça ne peut plus, et ça ne va plus pour les hommes, ça ne va plus pour les femmes, je veux dire, ça a causé ça ne va plus pour la planète, ça va, je veux dire, c'est très intéressant vraiment aussi, cette question de la sororité, par exemple, à partir d'un philosophe biologiste comme Donna Haraway. Par exemple, quand elle dit « make kin no babies », faites des parentés, de nouvelles parentés, des liens, et non des enfants. Donc, voilà, si vous continuez à faire des enfants, ben, la planète sera surpeuplée, donc elle va se terminer. Bon, Silvia Lippi ne s'arrête pas au féminisme, mais traîne avec elle toute la logorée bien connue, progressiste contemporaine. Elle nous recommande, pour sauver la planète, de ne plus faire d'enfants. Entend-elle les contradictions énormes dans lesquelles son sujet est coincé? Autant appeler au suicide de masse pour être encore plus efficace. Enfin, passons. Le masque psychanalytique tombe au fur et à mesure de l'entretien pour laisser place au visage militant qu'alors elle attribuait à ses patientes. En qualifiant de symptôme la société patriarcale, Silvia Lippi annule de facto la singularité de la névrose. Et si la cause est externe et politique, alors seule l'action militante devient curative et le travail psychanalytique à partir de l'inconscient n'a plus lieu d'être. Curieux pour une psychanalyste. Annie Lebrun avait dès les années 1970 averti que sous les coups du féminisme, c'est Freud et la psychanalyse qui allaient être censurés. Et avec Silvia Lippi, la censure va loin. Elle commence par dire que ce passage est généralement lu de travers par les papas et les psychanalystes à la papa. On entend qu'elle a une dent contre les papas, mais elle n'en cite pas un et se contente d'affirmations vagues et absolument non étayées dans toutes ses interviews et même dans son livre, alors qu'il suffirait qu'elle ne cite qu'une seule mauvaise lecture d'un psychanalyste lambda, comme elle aime les nommer. Car elle est exceptionnelle, évidemment. Mais qui lit ce passage de travers, si ce n'est elle? Dans toutes ses interviews, pour décrire le phénomène que subissent les jeunes filles du pensionnat,
Elle parle d'une curieuse angoisse collective ou crise d'angoisse collective. Qui a déjà assisté à un tel phénomène? Une crise d'angoisse collective. C'est curieux. Encore une fois. Qui n'a serait-ce déjà qu'entendu un tel vocable? Quand on a l'oreille habituée au vocabulaire psychanalytique, et quand on a déjà lu Freud quelque peu, on devine immédiatement quel mot Sylvia Lippi évite, et qui est pourtant celui que Freud utilise pour parler de ces jeunes filles du pensionnat. Ce mot est bien sûr hystérie, et même crise d'hystérie, qui se propage parmi ces jeunes filles par contagion psychique, elle-même soutenue par une identification par le symptôme. Le militantisme féministe de Sylvia Lippi l'empêche donc même de dire le mot d'hystérie, qu'elle refoule en quelque sorte, pour le remplacer par son fumeux concept de sororité. Quand je disais qu'avec elle, la censure allait loin. Une psychanalyste qui ne peut même plus parler d'hystérie, alors que d'une certaine façon, la psychanalyse doit tout à l'hystérie. Mais cela est très certainement patriarcal d'employer ce terme. Dans le texte lippien, parce que justement elle ne lit pas bien, dans le texte lippien, sororité n'est rien d'autre que le retour du refoulé pour hystérie. Une substitution, un maquillage, une défiguration du terme d'hystérie qu'elle n'emploie pas une seule fois dans toutes ses interviews. On pourrait me rétorquer qu'elle l'écrit dans son livre, mais bien sûr elle l'a écrit avec quelqu'un d'autre, ce qui est très pratique pour lui refiler la paternité, entre guillemets, de ce terme. Je vais maintenant directement à la source et lis le texte. Que dit réellement Freud? Y a-t-il seulement une once de sororité dans ce court chapitre intitulé « L'identification » et où Sylvia Lippi fait un parallèle entre les filles du pensionnaire et le mouvement MeToo? Bien sûr, nous connaissons déjà la réponse, mais tout de même, lisons ce passage. Dans une formation de symptômes névrotiques, nous dégageons l'identification d'un contexte plus embrouillé. Que la petite fille à laquelle nous allons maintenant nous en tenir contracte le même symptôme douloureux que sa mère, par exemple la même toux déchirante. Cela peut se produire par des voies différentes, ou bien l'identification est celle-là même du complexe d'Édipe, qui signifie une volonté hostile de se substituer à la mère, et le symptôme exprime l'amour objectal pour le père. Il réalise la substitution à la mère sous l'influence de la conscience de culpabilité. Tu as voulu être la mère, maintenant tu l'es, au moins dans la douleur. C'est alors le mécanisme complet de la formation de symptômes hystériques. Ou bien, au contraire, le symptôme est le même que celui de la personne aimée. Ainsi, par exemple, Dora, dans le fragment d'une analyse d'hystérie, imite la toux du père. Nous ne pouvons alors décrire la situation qu'ainsi. L'identification a pris la place du choix d'objet. Le choix d'objet a régressé jusqu'à l'identification. Il a été dit que l'identification est la forme la plus précoce et la plus originaire du lien affectif. Dans les conditions propres à la formation de symptômes, donc du refoulement, et à la suprématie des mécanismes de l'inconscient, il arrive souvent que le choix d'objet redevienne identification, donc que le moi s'approprie les qualités de l'objet. Il est à remarquer que dans ces identifications, le moi copie une fois la personne non aimée, l'autre fois au contraire la personne aimée. Il ne doit pas non plus nous échapper que l'identification est les deux fois partielle, extrêmement limitée
et n'emprunte qu'un seul trait à la personne objet. Il y a un troisième cas de formation de symptômes, particulièrement fréquent et significatif, où l'identification fait totalement abstraction du rapport objectal à la personne copiée. Quand, par exemple, donc on y vient, l'une des jeunes filles d'un pensionnat vient de recevoir de celle qu'elle aime, en secret, une lettre qui suscite sa jalousie et à laquelle elle réagit par une crise d'hystérie. Quelques-unes de ses amies, au courant du fait, vont alors attraper cette crise, comme nous le disons, par la voie de la contagion psychique. Donc c'est Freud qui parle de contagion. Et donc c'est peut-être un psychanalyste à la papa. Le mécanisme est celui d'une identification fondée sur la capacité ou la volonté de se mettre dans une situation identique. Les autres aimeraient aussi avoir un rapport amoureux secret. Et sous l'influence de la conscience de culpabilité, elles acceptent aussi la souffrance qui s'y rattache. Il ne serait pas juste d'affirmer qu'elles s'approprient le symptôme par compassion. Au contraire, la compassion naît seulement de l'identification. Et la preuve en est qu'une telle contagion ou imitation s'instaure également dans des circonstances où l'on admet entre les deux personnes une sympathie préexistante bien moindre que celle qui s'établit habituellement entre des amis de pension. L'un des moi a perçu chez l'autre une analogie significative en un point. Dans notre exemple, la même disponibilité affective. Il se forme là-dessus une identification en ce point, et sous l'influence de la situation pathogène, cette identification se déplace sur le symptôme que l'un des moi a produit. L'identification par le symptôme devient ainsi l'indice d'un lieu de coïncidence des deux moi, lieu qui doit être maintenu refoulé. Freud parle bien d'identification dans ce texte. Donc il en parle comme le préalable à tout lien objectal. Donc c'est le préalable à tout lien objectal. Nous sommes encore bien loin, disons, de la complexité d'un lien social, tel que développé par Lacan, par exemple. C'est le préalable à tout lien objectal. Donc on ne peut même pas parler de lien social déjà. Donc pourquoi Sylvia Lippi s'entête-t-elle à parler de lien social sororal révolutionnaire, entre parenthèses, quand Freud ne fait que parler du phénomène de l'identification? Pourquoi force-t-elle le texte freudien à ce point? Car dans le mouvement MeToo, ne s'agit-il pas, tout comme dans ce pensionnat d'ailleurs, d'identification simplement de certaines femmes entre elles en un certain point? Dans le mouvement MeToo, c'est être victime des hommes en particulier et du patriarcat en général. Et c'est ce qui fait sa dangerosité à ce mouvement, car tous les vécus sont aplatis, horizontalisés, et que des viols réels, et qui doivent être punis, sont mis sur le même plan que des soupçons, des SMS ou des histoires à dormir debout. Après cela, Sylvia Lippi soutiendra encore qu'il n'y a rien d'imaginaire dans le mouvement MeToo, alors qu'il ne s'agit que d'imaginaire. C'est-à-dire, pour le dire simplement, d'identification à une image, à une posture, à un trait, à un symptôme. Ici, il convient de lire Sabine Procoris qui en parle très bien. Pour revenir au texte, Freud parle précisément d'identification fondée sur la capacité ou la volonté de se mettre dans une situation identique. Il précise en parlant de même disponibilité affective ou encore de coïncidence entre les deux moi qui doit être maintenue refoulée. Et on comprend aisément pourquoi ça doit être maintenu refoulé. Car nous nous trouvons dans un pensionnat de jeunes filles, probablement au début du XXe siècle, vraisemblablement religieux, où une relation amoureuse est évidemment proscrite,
d'où l'identification à la crise d'hystérie, sous le poids de la conscience de culpabilité, puisqu'elles rêvent toutes d'une histoire amoureuse, mais dans les conditions du pensionnat ne peuvent pas l'avouer, elles s'identifient à la douleur de l'une d'entre elles qui vient de recevoir une lettre de rupture. Il s'agit d'un compromis, comme tout symptôme. Voilà ce qui est refoulé, le désir d'entretenir une relation amoureuse secrète et qui se devine par la crise d'hystérie. Et en aucun cas un quelconque lien sororal. Cela est tellement bien explicité par Freud que toute explication supplémentaire en deviendrait superflue, voire ridicule. Freud est clair et limpide. Aucun contresens ne semble possible. Et pourtant, Sylvia Lippi y lit tout à fait autre chose. Il faudrait aussi que Sylvia Lippi puisse rendre compte de la possibilité d'un refoulement de l'intégralité d'un lien social. C'est incroyable de dire ça. Car en psychanalyse, ce qui est refoulé est la représentation, et plus précisément le représentant-représentation, soit le signifiant. Pour finir, Sylvia Lippi dit que Freud insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'empathie. D'elle, on refoule le lien sororal. C'est un peu ça ce que dit Freud aussi dans son histoire. Là. Je pense, lui, il insiste vraiment sur le fait que c'est pas de l'empathie et c'est pas non plus, encore une fois, un idéal destructeur. Donc, elle dit que Freud insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'empathie alors qu'il est écrit dans la continuité du texte. Je lis, j'ouvre le guillemet, un autre pressentiment nous porte à dire que nous sommes bien loin d'avoir épuisé le problème de l'identification et que nous nous trouvons devant le processus appelé empathie par la psychologie, qui prend la plus grande part à notre compréhension de ce qu'il y a d'étranger à notre moi chez d'autres personnes. Et on peut même se référer au texte en allemand où c'est Einfühlung, donc ce qui est vraiment empathie, c'est-à-dire se mettre, disons, à la place de quelqu'un d'autre. Donc Sylvia Lippi force et défigure le texte pour éviter que son concept de sororité ne soit réduit à un simple processus psychologique d'assimilation des sentiments d'autrui, soit à de l'empathie, ce qui, il est vrai, est loin d'être une découverte révolutionnaire.